Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver dans le podcast de Paul à Paul. Nous recevons une invitée qui nous fait très plaisir aujourd'hui, Paul-Audrey Ndengue, franco-camerounaise, animatrice télé, communicante politique et femme de culture, avec qui nous allons nous entretenir sur des sujets aussi variés que la politique camerounaise, la politique ivoirienne, qui toutes les deux sont dans une année électorale, avec des présidents en place depuis respectivement 43 ans et 15 ans qui sont candidats à leur succession. Nous allons parler également de féminisme, nous allons parler de démocratie et enfin nous allons faire une analyse, lui demander son analyse sur la communication politique des figures majeures de la politique ivoirienne. Cet épisode s'annonce intéressant, passionnant. Nous espérons que vous allez autant apprécier que nous. Je suis Paul-Antoine et je discute avec Paul-Auguste de Paul à Paul. D'abord, on voudrait te remercier d'avoir accepté notre invitation pour cette discussion qui se veut être un échange. Savoir, comme il a dit, toutes tes positions sur les différents sujets dont on a parlé. D'abord, on va te demander de te présenter, de dire un peu, il a essayé d'en parler, mais avec tes propres mots, de dire un peu ce que tu fais, ce que tu aimes, etc. Une présentation succincte. En tout cas, merci à tous les deux de m'accueillir sur votre podcast, qui est une très belle initiative, je dois le dire. Alors, qui suis-je? Donc, je pense qu'il a dit dans les grandes lignes, peut-être pas que du coup communicante politique, plutôt, je me vois plus comme une commentatrice, plutôt, de politique, de pop culture, culture populaire, société, sont des sujets qui m'intéressent. En dehors de ça, je suis dans les médias depuis une quinzaine d'années, j'ai touché un peu à tout, télé, magazine print, magazine web, podcast, j'ai un peu tout fait. Et entrepreneur aussi, effectivement, depuis à peu près un an et demi, j'ai la chance de gérer un club privé qui s'appelle Club Aden et qui est dédié notamment aux femmes actives noires sur le continent et dans la diaspora, et on les accompagne sur plusieurs sujets, que ce soit à caractère professionnel ou personnel, pour leur épanouissement. Donc c'est quelque chose qui me passionne et qui a un impact concret. Donc je suis très contente de travailler sur ce projet-là depuis un petit moment. Et puis en dehors de ça, je crée du contenu, je commente l'actualité, je donne mon avis, je réponds aux questions de ma communauté. Voilà un tout petit peu ce que je fais. Voilà. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet sur le premier thème qui est sur l'état de la démocratie, liberté d'expression. On va parler d'abord de la Côte d'Ivoire, ensuite du Cameroun, ton pays d'origine. Le contexte actuel, il est très tendu, notamment depuis l'arrestation d'un militant du PPACI qui s'appelle Ziggy, donc qui a été arrêté selon les dires de façon arbitraire. Pendant 3 jours, personne ne savait où est-ce qu'il était. Là, au moment où on est en train d'enregistrer la vidéo, il est dit selon le communiqué officiel du procureur de la République qu'il se trouverait à la MACA, Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Pôle PPA. Donc en fait, d'abord, ma question c'est de savoir comment est-ce que de ton point de vue, tu trouves l'état de la liberté d'expression aujourd'hui et plus généralement de la démocratie en Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui se passe. Alors, ce que je peux dire en avant-propos, c'est que les questions des libertés individuelles sont des questions extrêmement importantes pour moi. C'est par ce biais-là que je lis la politique de manière générale. Et donc l'état de la démocratie, je sais qu'on en parlera après, mais l'état de la démocratie à échelle mondiale pour moi l'état est très inquiétant. Pour beaucoup de raisons. Donc la Côte d'Ivoire, mais comme d'autres pays, malheureusement, je trouve, n'y échappe pas. Il y a un durcissement au niveau de la liberté d'expression qui est de plus en plus cadenassée. Là, sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, alors forcément, il faut contextualiser. On va dire que là, on est dans une période électorale. En tant que quelqu'un qui a déjà vécu les 2 précédentes élections sur place, effectivement, je trouve que cette fois-ci, je sens une forme quand même de crispation un peu plus prononcée.
Je sens qu'il y a une forme de fébrilité. Je sens qu'il y a des prises de parole qui peut-être sur les échéances précédentes auraient pu être assez, comment dire, tolérées, qui le sont un peu moins, Oui. très clairement. Et donc moi, ce que je regarde, bien évidemment, il faut parler dénoncer bien évidemment les arrestations quand elles sont arbitraires. Mais au-delà de ça, moi, c'est surtout qu'est-ce que ça traduit. Est-ce qu'on est sur vraiment une élection avec un véritable enjeu où on sent que de part et d'autre, il y a des velléités de ne pas laisser du coup le mandat actuel continuer, ou est-ce qu'on est sur d'autres questions? Donc je trouve que cette crispation-là, et que d'ailleurs dans un autre contexte j'observe aussi au Cameroun, je trouve que c'est pour le coup intéressant. Donc c'est ça que je regarde, c'est qu'est-ce que ce durcissement-là veut dire? C'est vraiment une question ouverte, hein, mais moi c'est surtout là où ça m'interroge. Après, sur l'état de la liberté d'expression de manière générale, si vous regardez parce que du coup je travaille dans les médias, si vous regardez l'espace médiatique politique ivoirien, je trouve que quand même par rapport à quelques autres pays, il est pas si ouvert que ça. Je le trouve très marqué. Alors on peut me dire que c'est un peu pareil partout, je suis pas absolument sûre. Les médias vraiment indépendants, objectifs, c'est-à-dire qui n'ont pas de couleur politique, etc., il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire, pour des raisons d'ailleurs que je peux comprendre, hein. D'abord économique, parce qu'il faut parler d'abord du business model d'un média, j'en sais quelque chose. Donc forcément, si vous êtes dépendant de la publicité, si vous êtes dépendant éventuellement peut-être de subventions ou autre, en tout cas, dans un contexte comme celui-là, c'est un tout petit peu compliqué. Après, je trouve qu'il y a aussi une appréciation de la liberté d'expression. J'ai parfois l'impression que c'est un peu au faciès, c'est un peu au cas par cas. Je pourrais presque reprendre mon propre cas. J'ai tourné une émission qui s'appelle Le Débrief. Je l'ai tournée à Abidjan, parfois même à 10 minutes de la présidence. Et parce qu'il faut dire les choses très honnêtement, j'ai jamais été localement inquiété. Pourtant, j'ai parfois dit des choses, hein, pour que ce soit contre le PDCI, ou du moins des observations que je faisais concernant le PDCI. J'en ai fait aussi concernant le RHDP, j'en ai fait concernant le 3e mandat, etc., où tout le monde m'a dit mais tu es folle. C'était le dernier épisode. C'était, je crois que c'est un des derniers, l'avant-dernier épisode de la première saison. C'était celui-là, oui, où je m'exprimais sur la décision du président Alassane Ouattara de briguer le 3e mandat. J'ai fait j'allais dire un commentaire qui, de manière assez drôle, en fait, j'aurais pu refaire en 2025 parce qu'il est toujours aussi juste, mais j'ai pas été inquiété. Donc je dois dire du coup que bon, en prenant cet exemple-là, je peux dire d'un côté qu'il y a une forme de tolérance quand même sur certains points, mais après c'est vrai que je peux pas ne pas parler aussi d'autres arrestations que j'ai vues, de syndicalistes, d'Ibrahim Zighi, etc., où quand même, encore une fois, je trouve qu'il y a quand même une crispation qui est assez particulière. Est-ce que ce qu'on appelle liberté d'expression, comme tu dis, qui peut sembler un peu variable en fonction selon qui parle et comment est-ce que la personne parle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeu de créer un système, un écosystème où il y a des espaces d'expression qui sont plutôt libres? Comme tu dis, toi, tu faisais le débrief, tu t'exprimais sur plein de sujets locaux ou régionaux, africains, de façon plutôt libre, en fait. Tu as une parole assez libre. Mais je trouve que, par exemple, toi, tu avais la prudence d'avoir des propos qui n'allaient jamais te mettre en porte-à-faux avec, par exemple, la justice. Moi, de ce que j'ai écouté, j'ai jamais entendu quelque chose qui aurait pu être assimilé à de la diffamation, si on veut vraiment etc. pousser le bouchon, à de la diffamation ou un appel à l'insurrection. D'accord. Et la réflexion que je me faisais par rapport à certaines arrestations, c'est est-ce que dans le contexte dont tu parles, c'est-à-dire crispé, les personnalités, les militants, etc., qui prennent la parole et qui finalement se font arrêter, est-ce que c'est pas une faute de communication, de stratégie politique que de s'exprimer de façon trop outrancière, sachant que la conséquence... Alors, c'est peut-être calculé, peut-être l'intention, c'est justement de multiplier les cas d'arrestation pour dire, voyez, se mettre en victime, pas parler parce que nous sommes bâillonnés, regardez le nombre de militants qui sont emprisonnés. Martyrs. Donc, créer des martyrs qui pourraient justement créer ce... Parce que il y a toujours un déclic quelque part.
Je vois très bien. Ziggy, moi, je le disais à Paul Auguste, Ziggy, c'est un nom en 2 syllabes qui est facile, À retenir. qui peut passer facilement au slogan. Donc, on voulait en faire un symbole. Libérer Ziggy, ça peut être le catalyseur de quelque chose de plus grand. Ce que tu veux dire. Je sais pas, je suis peut-être, je vais peut-être trop loin dans la réflexion, mais est-ce que il n'y a pas ce jeu-là aussi? De dire, je sais très bien qu'en disant ça, ce qu'il disait en gros, c'est le 10 septembre, parce que dans le contexte, je rappelle un peu, il y a eu 60 candidatures déposées pour les élections à venir à la CEI, qui est l'organe qui récupère les candidatures. Ces candidatures vont être analysées par le Conseil constitutionnel qui rendra sa décision définitive avec la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Nous savons que, je sais que, en tout cas, je parle pour moi, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n'étant pas sur la liste électorale jusqu'à ce jour, ne seront pas retenus parce que c'est un critère qui les élimine. Et dans sa vidéo, ce qu'il disait, c'est que ce jour-là, le jour où la décision est annoncée, il faut que tous les militants qui sont du Front commun se tiennent prêts. Il n'est pas allé plus loin, mais on a compris le message. Ceux qui l'ont arrêté ont compris que se tiennent prêts à réagir. Ouais. Est-ce que ça, en fait, c'est pas intentionnel de sa part? Ou est-ce qu'il était en roue libre par rapport aux directives du parti et il a fait une action qui, finalement, dont il paye seul les conséquences? Alors, Parce que je finis la question. Vas-y. Le pouvoir de la Alassane Ouattara, je trouve, n'est pas c'est pas un pouvoir brutal comme on peut en voir dans d'autres régimes autoritaires, répressifs, etc. Je trouve qu'ils sont quand même suffisamment malins parfois pour prendre certains gants, pour faire des choses avec certaines formes, pour ne pas être brutalement, de façon trop évidente, dans la caricature du régime autoritaire. Et donc, parfois, je me dis, est-ce que c'est pas une façon de les provoquer à aller justement à la faute? Ok, alors il y a plusieurs points. D'abord, la répression, c'est de la répression, peu importe le degré de brutalité. Ensuite, un état de droit, en principe, est celui qui juge les lois ou le non-respect des lois de toute personne sur le même pied d'égalité. Donc, si je prends ce que tu disais sur le fait que, en gros, certains militants, peut-être à dessein ou pas, en tout cas, ont des propos qui sont insultants, diffamants ou considérés comme tels et que du coup, les autorités, entre guillemets, attendraient ça pour les arrêter, quand bien même j'irais dans ton sens, bah, il reste quand même un problème, c'est qu'on voit ces propos outranciers-là aussi du camp qui est proche du pouvoir. Je n'ai pas ouï dire qu'il y a eu des arrestations de ces personnes-là, pourtant Dieu seul sait que je vois souvent des extraits Facebook où j'entends les propos, je mets les mains sur la tête. Pourtant, ces personnes-là ne sont jamais inquiétées. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même une espèce de deux poids, deux mesures qui est quand même problématique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que sur l'expression si on reprend le cas de Ziggy, alors j'ai pas vu la vidéo en intégralité, donc je vais me baser sur ce que tu en as dit. Là, on est il faudrait laisser des avocats ou des juristes voir si effectivement il y a un appel de manière claire à insurrection. Par contre, si j'étais un peu taquine, je dirais que, d'abord, si ça n'avait pas été formulé en tant que tel, descendez dans la rue, cassez, etc., est-ce que c'est vraiment un appel à insurrection? Quand on demande aux gens qui se mobilisent de réagir, de rester à l'écoute de la décision du Conseil, c'est pas on dit rester à l'écoute. Maintenant, porter des maillots, est-ce que c'est un appel à insurrection? Point d'interrogation. Par ailleurs, oui, bah alors tu es dans l'insurrection déjà. Donc, du coup, il faut quand même s'interroger. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, dans le fond, quelqu'un, et encore une fois, je ne connais pas personnellement ce jeune homme. Moi, je suis toujours quand même intéressée de voir des jeunes hommes qui s'engagent politiquement. Le peu que j'ai vu de lui passer en général, quand bien même il aurait un parti, j'allais dire, de choix, c'est son droit en fait. C'est ça que je veux dire, c'est son droit. On reproche aux jeunes justement de ne pas être assez politisés. Bon, je trouve que quand il y en a qui se politisent, alors on peut toujours faire des réflexions sur comment ils le font, mais moi je trouve que dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise idée de s'engager politiquement, ce que quand même il m'a semblé voir de sa part des quelques extraits encore une fois que j'ai pu voir. On peut toujours revenir sur la forme. Je pense que ce sera si jamais il y a je ne sais pas s'il y a un procès qui est prévu ou pas, mais on verra. Mais en tout cas, je trouve, pour finir là-dessus, que le fait qu'il soit kidnappé, le fait qu'il soit enlevé et qu'il n'y ait pas... J'espère qu'il y aura une enquête pour savoir qui a fait ça. Moi, parce que ça envoie quoi comme signal? Ça veut dire qu'on peut, encore une fois, être arrêté, être jeune, être politisé, choisir normalement le candidat de son choix, le parti de son choix, s'exprimer et puis être kidnappé ou arrêté. C'est quand même un signal assez étrange que ça envoie. Si jamais on avait quelque chose à lui
reprocher, que ce soit peut-être, je sais pas, des hommes politiques, s'il les a, on va dire, alpagués un peu agressivement, ils déposent plainte. Je veux dire, on a quand même des lois, on a des process. Dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des process contre ça. On n'est pas obligé d'en arriver à kidnapper quelqu'un. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une enquête, qu'on saura par quelle magie il est passé d'être kidnappé à apparaître au pôle pénitentiaire. Moi, je trouve ça quand même, sauf s'il a pris un tapis volant, mais outre mesure, j'aimerais bien qu'on m'explique comment tout ça s'est passé. Vas-y. Je veux juste rebondir sur ce sujet-là, parce qu'il y a eu récemment une sortie d'un membre du RHDP que je ne vais pas nommer, qui disait en gros qu'ils ne feraient pas la même erreur qu'ils ont commise en 2020. C'est-à-dire de laisser prospérer des rumeurs, des tentatives d'insurrection, enfin, tous les éléments qui ont mené jusqu'à la création du CNT. D'accord. Pour eux, en fait, c'était une erreur. Donc, ils disent, selon eux, qu'ils ne laisseront pas ce genre de... Je peux t'arrêter 2 minutes? Ouais, vas-y. Je vais un peu jouer l'idiote, mais c'est un membre du RHDP qui parle ou c'est un membre des autorités qui parle? C'est un membre du RHDP. Est-ce que c'est pas un peu bizarre ça, qu'un membre d'un parti politique dit on ne va pas laisser un citoyen s'exprimer comme il veut parce qu'on n'a pas envie que ça débouche? Il est membre d'un parti politique ou il a été nommé ou il a des fonctions régaliennes? En fait, je vais répondre à ta question. Il y a une espèce de confusion un tout petit peu là qui, pour moi, est un peu équivoque. Je vais répondre à ta question et rappeler un truc qu'on a posté, une vidéo de celui qui était Premier ministre, qui aujourd'hui est conseiller de la présidence, et je crois qu'il a rang de ministre aussi, Patrick Achi, qui dans une réunion publique dans la région dont il est président du conseil régional, disait aux jeunes qui étaient en face de lui, nous vous apportons le développement, Oui, j'ai vu ça. Celui-ci a besoin de stabilité pour prospérer, des jeunes du Front commun, enfin de l'opposition, veulent boycotter et mettre à mal le scrutin qui approche. On vous demande de voter parce que ce vote, en plus, c'est pas le sujet, mais en plus, parce que ce vote conditionnera votre accès aux investissements de l'État, parce que justement, plus vous votez, plus je suis en mesure, moi, d'aller voir le président et d'obtenir de lui des investissements pour votre région. Ça, c'est un sujet que je m'appare pour l'instant. Mais le sujet qu'ils disent après, c'est que non seulement vous devez voter, mais vous devez agir de telle sorte que ceux qui ne veulent pas voter ne nous empêchent pas, nous, d'avancer, en gros. Donc, ce que tu posais comme question, est-ce qu'un militant ou une autorité? L'autorité, ici Patrick Achi, instruit le militant à aller agir de telle sorte que ceux qui ne veulent pas que le scrutin se passe comme il va certainement se passer. Et comment ça se passe ça? Je veux dire concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les voir dans les rues pendant qu'ils manifestent pour dire ne manifestez pas. Donc il y a 2 manifestations qui se font face. N'est-ce pas un appel à l'insurrection? Bon. Est-ce que ça, par exemple, c'est pas un appel à du désordre public? Bref, voilà, donc si on commence à rentrer dedans, on n'a pas fini. Voilà comment des militants se sentent mais c'est encore une fois, c'est cette confusion-là entre l'État qui appartient à tous. Il faut le rappeler, l'État, ses fonctionnaires, ses outils, son budget, c'est commun. Ce n'est pas la propriété d'un parti. Et donc, mais encore une fois, ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, Dieu seul sait que ça ne l'est pas. Cette confusion-là manifeste, entretenue entre l'État, la nation, les outils pour la collectivité d'une part, et puis le parti, le candidat, les groupes, c'est tant qu'on va avoir cette confusion entre ces deux-là, on va toujours avoir une démocratie qui sera particulièrement chancelante. Ce sera ça mon commentaire. Alors, le second sujet que nous souhaitions aborder, c'est le sujet du Cameroun, dans ton pays d'origine, de sa situation politique et sociale. Je reviens notamment sur des mots d'Achille Mbembe, qui est peut-être l'intellectuel camerounais le plus en vue du moment, je ne sais pas. Je ne les connais pas tous, mais je pense que c'est celui que je vois le plus en tout cas, qui lui justement a eu des actions, enfin a une initiative pour la démocratie et sa promotion panafricaine, et qui faisait un constat assez presque dépressif sur l'état du Cameroun. Et notamment, il a dit une chose qui, moi, m'a interpellé parce que je ne connais pas plus ce sujet que ça. J'ai
je suis informé comme tout le monde, je sais ce qui s'y passe dans les grandes lignes, mais il a parlé par exemple des Bamileke, en disant qu'il y a une haine des Bamileke et que cela justifierait, enfin, et que l'éviction de Maurice Kamto serait une expression de cette haine des Bamileke. Est-ce que déjà tu peux nous dire un mot sur ça, parce que moi je suis vraiment ignorant de la question, et ensuite parler du cas du Cameroun, où est-ce que vous en êtes, enfin où est-ce que le pays en est, quels sont les motifs d'espoir aujourd'hui, et qu'est-ce qui pourrait arriver pour que le Cameroun sorte de ce qu'il a appelé lui, je ne sais plus s'il a utilisé le mot, donc je vais utiliser moi un mot qui m'est propre, une nuit en fait que le Cameroun connaît depuis 43 ans. 43 ans aujourd'hui. Très longue nuit. Alors, sur le cas de Maurice Kamto, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas vraiment si on ne... Je trouve que c'est peut-être un peu limitant de réduire son exclusion à du tribalisme uniquement. Je trouve que c'est peut-être une lecture un peu paresseuse, ou à une haine des Bamileke. Alors, est-ce qu'il y a une haine, entre guillemets, des Bamileke ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a clairement du ressenti contre eux. Mais moi, ma vision plus globale, c'est qu'il y a une... Et je le dis en tant que quelqu'un qui est né, qui a grandi au Cameroun pendant quelques années, je trouve que par rapport à quand j'y vivais, le tribalisme est aujourd'hui beaucoup plus présent. Il a toujours été plus ou moins latent. Je veux dire, c'est ça qui a par exemple donné, entre autres, la naissance de ce qu'on a appelé l'équilibre régional, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toujours une représentativité de toutes les zones du Cameroun, et aussi parce qu'il faut le rappeler, on a quand même plus de 200 à 250 ethnies, donc ça fait quand même beaucoup de gens qui doivent cohabiter sur le même espace. Donc je pense qu'il y a une résurgence, très clairement, il y a une résurgence tribale, en tout cas tribaliste plutôt, ces dernières années, qui pour moi est particulièrement inquiétante, mais comme d'autres points. Et je pense que du coup j'enchaîne sur les propos de Bembe que j'ai pas lu, mais cette nuit-là, moi j'ai toujours considéré que le Cameroun traverse une phase d'obscurantisme, et qu'en général, pour avoir observé, m'être documenté sur d'autres régimes, d'autres systèmes qui ont perduré, notamment des systèmes de répression ou d'oppression, en général les dernières années sont les pires. Donc je suis, on va dire, d'un côté pas du tout surprise de la déliquescence actuelle, et en même temps, et je dois rejoindre Achille Bembe dessus, je suis pas particulièrement optimiste. Donc quand tu parles de quels sont les signes d'espoir, je voudrais pas être là en train de commencer à vendre avec essayer de, je sais pas, de fake une forme de conviction, disant, etc. Je l'avais en 2018. Pour le scrutin de 2018, j'étais vraiment pleinement engagé. J'étais mais jusqu'au bout, jusqu'à ce que justement Maurice Kamto soit débouté par le Conseil constitutionnel. C'était retransmis à la télé, je pense que c'est un moment que j'oublierai pas. Et j'ai vraiment été, je crois, écœuré ce jour-là de la politique de manière générale, et un peu plus de la politique camerounaise. Et donc entre 2018 et 2025, je constate, je parlais tout à l'heure de crispation, très clairement au Cameroun, elle est particulièrement perceptible. Mais là, j'allais dire, encore plus à raison, parce qu'on est dans un contexte quand même, encore une fois, de quelqu'un à 92 ans qui se représente pour un 8e mandat. C'est quand même... 8e mandat de 7 ans. De 7 ans, il faut le préciser. On est un des derniers pays au monde à avoir un mandat de 7 ans. C'est quand même assez inédit. Et donc, je regarde, et ce qu'il faut dire, la réalité aussi, c'est qu'ils ont eu 43 ans. Quand je vous parle de Hill, du coup, maintenant, je parle du parti au pouvoir. Parce que pareil, comme en Côte d'Ivoire, cette espèce de confusion entre l'appareil politique et l'appareil étatique. Alors au Cameroun, il n'y a pas de distinction. Hein. Les deux sont... 43 ans, je pense que... en 43 ans, on a le temps de... Là, le mariage est largement très consommé. Voilà. Donc du coup, justement, ils ont eu en 43 ans quand même, de manière, et ça il faut le reconnaître, très efficace, il y a un maillage territorial du parti au pouvoir qui est mais très difficile à combattre. Parce que, encore une fois, ils ont eu le temps. C'est-à-dire que la petite mamie qui est au fin fond du sud-est du Cameroun, s'il y a un seul parti dont elle a entendu parler, c'est le parti au pouvoir. Si vous allez dans les endroits les plus reculés du pays, si vous voyez des gens avec un t-shirt, avec un kaba, les kabas c'est comme c'est un peu nos tenues traditionnelles, des robes que les femmes portent, à l'effigie avec Paul Biya dessus. D'accord ? Donc ça vraiment, c'est-à-dire que quand il y a cette phrase qu'on entend sur vos Cameroun en disant Paul Biya n'a même pas besoin de tricher pour gagner, c'est à moitié vrai. Je dis à moitié parce qu'il y a quand même du trucage. Mais malgré ça, il faut reconnaître qu'ils ont un tel maillage électoral. Et c'est là que maintenant, il faut parler de l'opposition. Je crois que c'est Jeune Afrique qui a fait cet article, qui a parlé de l'opposition la plus bête
d'Afrique. Ça a eu le mérite, en tout cas, de les piquer à vif, les concernés. Mais c'est vrai que, il y a d'abord des candidats, là on en a retenu 11 au Cameroun, qui font cavalier seul. Là où, par exemple, voilà, en Côte d'Ivoire, moi je suis très intéressé par ce que éventuellement vont proposer ou proposent Vincent Toby et Assalé Timoko, par exemple. Je trouve que c'est une démarche intéressante. On n'arrive pas à avoir ça au Cameroun. On a des gens qui veulent faire cavalier seul, ça c'est un. Deuxièmement, des personnes qui, justement, n'ont pas compris que l'appareil électoral est tellement verrouillé au Cameroun qu'il faut commencer par les bases, c'est-à-dire il faut aller sur le terrain et entre deux élections, il faut travailler le terrain. Il faut se faire voir, etc. Alors, il y a quelques partis qui ont essayé, je vais quand même leur donner ça, et on leur a mis quand même beaucoup de bâtons dans les roues, le MRC de Moïse Kamto quand même, ça on peut le reconnaître, entre deux élections, ils essayent quand même de mobiliser eux et d'autres partis d'opposition, mais on leur empêche de tenir des réunions. Je pense aussi au parti de Kawala qui ne s'est pas présenté, je crois, cette fois-ci. Je ne sais pas le nombre de fois qu'on a arrêté ces militants alors qu'ils étaient juste dans une pièce comme celle-ci en train de faire une réunion. Donc clairement, droit de manifester, même à l'intérieur d'une maison, on vous empêche quand même de tenir des réunions politiques. Ouais. Donc ça, vraiment, ça, encore une fois, ça prouve le niveau de répression sur ces questions-là au Cameroun. Mais n'empêche, je trouve que les opposants aujourd'hui, malheureusement, n'arrive pas, je trouve, à proposer une alternative qui soit suffisamment convaincante pour que les gens se disent « Ok, on va se ranger derrière une espèce de, peut-être même de front entre TSB, tout sauf BIA, et en gros, une fois qu'on reprend le pouvoir, voilà comment on va s'organiser, etc. » Je n'entends pas ces conversations-là, j'en discute avec pas mal de personnes, on est très honnêtement, assez démoralisés, assez découragés. Il faut parler de beaucoup de choses. Il faut parler du corps électoral en lui-même. Il y a combien sur à peu près alors, c'est ma question. Voilà, le corps. Est-ce que je pense que le peuple est à bout? Alors là, s'il ne l'est pas, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Mais je dirais il y a plusieurs choses. D'abord, le corps électoral en lui-même, parce qu'il faut souvent partir des chiffres. Alors, la population camerounaise, selon à qui vous demandez, certains vous disent qu'on est entre 28 et 30 millions, à peu près. Ok. Sauf si je me trompe, je crois que les derniers chiffres que j'ai pu voir passer sur le corps électoral pour 2025, c'est-à-dire les gens qui vont pouvoir les voter, on est à 8 millions. Okay. On est dans les ordres de grandeur de la Côte d'Ivoire là. Voilà, on n'est pas loin de la Côte. Voilà, on est dans les ordres de grandeur de la Côte d'Ivoire. Donc ça déjà, forcément, ça pose une question sur la légitimité et du scrutin et de la personne qui sera élue. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je reviens encore sur ce que je disais sur le maillage électoral. Pour aller voter, il faut avoir des cartes d'identité notamment. Il faut avoir sa carte d'électeur. Le parti au pouvoir camerounais, le RDPC, à ce niveau-là, a fait le travail. Et ils ont fait le travail parce qu'on revient encore à ce qu'on disait, parce que justement le mariage ultra consommé avec l'appareil étatique font qu'ils ont la force, ils ont les moyens pour justement diffuser ces cartes-là, etc., etc. Donc, quand je dis que finalement, moi, je suis très désillusionné, c'est parce que l'appareil électoral est tellement verrouillé de bas en haut et de haut en bas que très, très honnêtement, je rejoins la femme politique camerounaise de Kawala qui a dit clairement ça va être difficile par les urnes, même si, entre guillemets, on ne triche pas et qu'on a à peu près une forme de respect des votes de chacun, ça va être très difficile parce qu'en fait, la course est quasiment déjà gagnée d'avance. Je sais qu'on n'aime pas dire ça, je sais que c'est politiquement incorrect, surtout dans un pays où on a 70% de la population qui a moins de 30 ans. Mais il faut le dire, je considère qu'on est sur un jeu, qui est déjà truqué d'avance. Parce qu'il n'y a pas eu la même égalité de chance, de communication, de mobilisation, j'allais dire même quasiment d'éducation des votants par les autres partis au même niveau. Alors chacun a ses voilà, mais je trouve que c'est très difficile aujourd'hui, en étant très objectif, comme on dit chez nous, en enlevant les organes, c'est très, très, presque... c'est idéaliste de se dire que, bon, oui, il va suffire d'aller mettre son truc dans les urnes et puis, comme par enchantement, on va renverser un système de 44 ans. Moi, je trouve ça un peu fou. Qu'est-ce qu'on attend au Cameroun? On attend la mort de Paul Biya, qui, à mon avis, de toute façon, à 92 ans, je ne connais pas le Cameroun plus que ça, mais je pense qu'à 92 ans, on ne fait plus grand-chose, on ne maîtrise plus grand-chose. Donc, il y a un système Biya, il y a un parti, comme tu dis, le RDPC, qui a eu, en 43 ans de pouvoir, le temps d'asseoir son autorité, sa domination sur le territoire, sur les autres partis, sur les appareils de l'État, sur les médias,
sur tout ce qui permettrait à une opposition d'émerger Exactement. et de réussir à, comme tu décrivais si bien, à émerger, à gagner des élections tout simplement, à se faire connaître, à avoir les moyens de battre un parti comme celui-là. Paul Biya sera rappelé un jour à Dieu. Est-ce que le Cameroun aura, après Paul Biya, l'occasion de se sauver, entre guillemets, de sortir de cette nuit dont je parlais plus tôt? Ou alors est-ce que finalement il aura un successeur, ce sera peut-être son fils, peut-être quelqu'un d'autre, et on repartira dans un cycle de... Je pense que toute personne qui fait ces pronostics-là aujourd'hui aurait beaucoup de culot. On n'a pas de visibilité, c'est peut-être ça le pire. Ce qui est sûr, moi j'essaye toujours de regarder un peu à moyen long terme et surtout de me dire que dans l'absolu, le Cameroun a beau avoir ses spécificités, c'est parfois pour ça que je l'appelle l'Absurdistan, ça reste une nation, ça reste un pays et il ne va pas échapper à certaines règles qui ont concerné toutes les nations du monde. Donc ce qui est sûr, le pays continuera d'exister. Sous quelle forme dans l'immédiat, encore une fois, je ne saurais dire. Ce que j'entrevois, moi, c'est encore une fois ce que j'ai vu dans toutes les fins de règne ailleurs, c'est-à-dire que quand un système a duré pendant un certain temps, il commence à avoir un délitement à l'intérieur. Il commence à avoir des factions à l'intérieur du système, d'accord? Parce qu'on sait justement que le patriarche s'en va. Donc là, les rats quittent le navire. On commence déjà à penser à l'après, d'accord? Et chacun pense à sa pomme d'abord. Donc on cherche des alliés à l'intérieur et c'est ce que l'on voit. Pour cette élection de 2025, on a quand même des gens qui sont plus ou moins, même s'ils étaient pour certains dans l'opposition avant, considérés plus ou moins comme des caciques du parti au pouvoir qui ont, ont quitté le parti au pouvoir pour se lancer comme membre de l'opposition, comme Bello Bouba, par exemple, qui, encore une fois, était quand même quelqu'un qui était quand même très bien installé dans le système Biya, comme Issa Chiroma aussi, ministre qui était un porte-parole, probablement l'un des plus prolifiques quand il s'agissait de chanter les louanges de Paul Biya, qui aujourd'hui s'est lancé aussi dans la bataille, et j'ai presque envie de dire même parmi les plus offensifs maintenant. Quelle crédibilité est-ce qu'on a quand on était participant, complice d'un tel système? Mais Maurice Kamto aussi était un ministre. On se révèle un jour opposant ou bien on ouvre les yeux sur une situation mais c'est tout que même moi, de ma position, je vois et que je constate et qui ne fait pas de doute sur totalement. Mais moi, c'est mon point de vue. Alors maintenant, c'est un débat que chacun a un peu j'en ai parlé avec pas mal d'amis. Certains considèrent que quand un système a été là depuis trop longtemps, de toute manière, si on doit avancer, on va forcément avancer avec quelqu'un qui sort du système. Alors, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, parce que je considère que tout le monde n'a pas été pro-système. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je suis toujours très sceptique avec les gens qui considèrent qu'on peut, entre guillemets, changer un système de l'intérieur. Je n'y crois pas. Je pense que on a vu trop de gens qui sont entrés dans le soi-disant système, parfois même avec les meilleures intentions du monde, mais ont été phagocytés parce que le système est un rouleau compresseur auquel tu n'échappes pas à un moment donné. Si tu échappes, il t'éjecte. Tout simplement. Donc, quand moi je vois des figures, encore une fois, surtout comme celle d'Issa Chiroma, qui, je le rappelle, était vraiment... Je pourrais donner son équivalent en Côte d'Ivoire, mais je ne vais pas donner le nom. Je pense que vous devez voir à quel ministre je fais référence. Mais c'était quand même quelqu'un qui chantait les louanges du président Biya du matin au soir. Donc, quand je le vois aujourd'hui, effectivement, s'émouvoir de l'absence de démocratie, de l'état économique du Cameroun, je me demande, je me dis, mais... Alors, où ils pensent que nous, on est atteint de cécité et d'amnésie collective, ou je ne sais pas. Quelle crédibilité, effectivement, on peut lui accorder après avoir passé autant de temps? Donc, Maurice Kamto, on pourrait lui faire le même reproche. Il est peut-être sorti un peu plus tôt du système, mais ça a été quand même un ministre du système. Donc, c'est autant de choses, comme je dis, qui participent vraiment, moi, je ne sais même pas si désillusion est le terme. Tu n'avais pas d'illusion par le passé. J'avais pas d'illusion déjà. J'avais une forme d'espoir. 2018 a vraiment été une très grosse douche froide pour moi et à beaucoup de niveaux. Pas forcément d'ailleurs par le fait que Maurice Kamto ait été débouté par le Conseil constitutionnel et même tout ce simulacre qu'a été cette séance au Conseil, c'était particulièrement difficile à regarder pour beaucoup de raisons. Mais je pense que ce qui m'a aussi beaucoup dégoûté, là c'est peut-être à échelle un peu plus personnelle sur 2018, ça a vraiment été la déception des gens que j'ai vu basculer du côté du système en place, et même des gens que je connaissais personnellement. Ça m'a vraiment écœuré, je dois le dire. Et ça revient à ce que j'ai dit. En fait, j'ai fini par comprendre qu'encore une fois, le système est un rouleau compresseur. Les gens finissent par abandonner. Les gens finissent par céder pour des raisons parfois très égoïstes,
pour des raisons parfois, en fait, qui sont très égoïstes, même d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je cherche autre chose, elles sont généralement très égoïstes et très égocentrées et pas du tout avec une espèce de, j'allais dire même de penser à l'après, parce que encore une fois, à un moment donné, ce système-là partira, ce monsieur-là partira. Par quel moyen, je ne suis pas Dieu pour décider, mais il finira par partir. En tout cas, à un moment donné, personne n'est éternel. Et donc, je pense que ne même pas avoir cette espèce d'intelligence de se projeter dans l'après, ça en dit déjà beaucoup. Parce que, je le répète, on est dans un pays avec une population qui est en majorité à moins de 30 ans. C'est-à-dire que on a des gens, aujourd'hui, on a un pays qui est divisé. On a un pays où il y a énormément de rancœur. Et tout ce qui se passe, on sait qui a soutenu quoi. On ne sait pas ce que ça va donner demain. On peut avoir un nouveau système où on oublie tout, on avance, mais on peut aussi avoir un système, je pense que vous êtes ivoirien, vous voyez très bien de quoi je parle, où chacun va se rappeler quels sont les choix que vous avez faits quand le pays était au bord du précipice. Et là, je le dis, et même aujourd'hui, on voit encore des figures qui sont censées être des icônes, etc., au Cameroun, qui font encore ce choix de soutenir le système. Je trouve que c'est... Ouais, j'ai vu ça récemment. C'est particulièrement... ça dit beaucoup, vraiment, je pense, de l'état actuel. Hein, et ça participe, encore une fois, pour certains d'entre nous, en tout cas comme moi, qui ont décidé honnêtement de regarder ça avec une forme de distance parce qu'on est tout simplement écœurés. Mais là où, en fait, moi... je m'interroge sur la situation. Quand tu dis que la majorité des gens ont moins de 30 ans, je vois qu'aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, Internet, etc., il y a une forme de... en fait, les gens sont beaucoup plus ouverts. Normalement, oui. Ils ont l'accès, en tout cas, oui. Ils ont accès à ça. Donc, ils voient comment est-ce que les choses se font. Ils voient surtout qu'est-ce qui se fait, par exemple, en Occident, etc. Donc, moi, en fait, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas, enfin, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment une opposition ou des figures d'opposition qui arrivent à émerger. Mais, par exemple, c'est une phrase très célèbre de Sankara qui disait que un peuple qui n'est pas capable de se révolter, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, est-ce que, en fait, c'est pas des personnes, c'est exactement pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est pas des personnes qui, elles aussi, ont perdu espoir, du coup, ça crée un effet domino. Domino, oui, je comprends. Et à la fin, parce qu'en fait, ce qui reste aux gens, c'est l'espoir, en fait. Normalement. Donc, s'il n'y a plus d'espoir, en fait, il n'y a pas d'avenir. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que je pense beaucoup de gens qui sont résignés ne vont pas le dire ouvertement comme je le fais. Bon, moi, je le fais, je vais l'assumer. Mais c'est parce qu'effectivement, il y a une résignation qui est très clairement là. J'ai presque envie de dire même qui est multigénérationnelle. Parce que... Il n'y a pas besoin de personne pour allumer cette flamme-là. Je pense que la flamme est là, mais c'est comme beaucoup de choses. Soit on va attendre une espèce de déclic dont tu parlais tout à l'heure, soit on va attendre une forme d'étincelle. Et bon, si on regarde l'histoire du monde, on a souvent des étincelles et des révolutions qui ont démarré sur des choses vraiment très bêtes, hein, parfois. C'était pas voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans les pays arabes, les pays au Maghreb par exemple, en Tunisie, le printemps arabe, c'est parti quand même d'un phénomène isolé à la base, mais c'est parce que le contexte était déjà suffisamment embrasé, il manquait juste la petite... Voilà, donc là, quand tu demandais tout à l'heure, est-ce que les Camerounais ne sont pas à bout? Je pense qu'ils le sont, mais je pense qu'il y a une forme de résignation qui est liée aussi à l'instinct de survie. Okay. Et ça me fait penser à un ouvrage... d'un auteur nigérian qui s'appelle Herbert Godamala, j'espère que je ne me trompe pas sur son nom. Il a sorti un ouvrage satirique cette année qui s'appelle We Want You to Be Poor. Et en fait, un ouvrage satirique dans lequel il explique comment la pauvreté est instrumentalisée justement pour qu'on maintienne les gens dans une situation de précarité et que du coup les élites politiques puissent continuer à fonctionner comme elles veulent. Bon, ça c'est vieux comme le monde. Hein. Il a pris l'exemple du Nigeria, mais je pense qu'au Cameroun on est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont dans une telle forme de précarité et d'instabilité qu'on est d'abord préoccupé par sa propre survie, en se disant de toute manière le système n'a rien pu faire pour moi, il ne va pas changer, le système est là depuis 45 ans, c'est mieux que je m'occupe de ma survie et comme on dit souvent, je veux voir mes enfants grandir. C'est un peu la phrase clé
au Cameroun, qui est drôle et qui est très triste en même temps. Voilà. Chez nous, on fait pas de politique, on veut juste la paix. Voilà. C'est l'équivalent. Mais nous, on a eu ça. Alors, c'est ça qui est en plus terrible. C'est que nous, pendant très longtemps, on nous a dit non, mais gardez le système comme ça parce qu'en fait, au moins, vous voyez, on est le seul. On a la paix, on est un des seuls pays, etc. On est à quasiment plus de 6000 morts dans la région du Nosso au Cameroun, donc la zone anglophone. Depuis 2017-2018, et d'ailleurs on parlait effectivement de révolution qui commence, ça a juste commencé par une petite manifestation, hein. Ça n'a juste commencé que comme ça. Des gens, et je crois que c'était une manifestation, si je ne me trompe pas, une manifestation d'avocats, après des enseignants, voilà, et aujourd'hui on a 6000 morts. Donc, je pense honnêtement que l'espoir, pour répondre à ta question de fond, cette très longue nuit-là qu'on est en train de traverser, cette nuit particulièrement obscure, moi, si j'en ai un d'espoir, c'est de me dire que de toute manière, effectivement, à un moment donné, on va en sortir. Ça va forcément s'arrêter. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand. Deux, on ne sait pas comment. Mais en tout cas, si... Pardon ? À quel prix ? Et à quel prix ? Parce qu'il y aura un prix à payer. On aimerait que ce soit pacifique. On aimerait qu'il y ait une transition. On la réclame depuis longtemps, cette alternance politique. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que d'une part, on a un système qui a tout verrouillé, que ce soit... quand on voit quand même quelqu'un qui est membre du Conseil constitutionnel qui appelle à la candidature de Paul Biya, vous comprenez déjà que ça va être très compliqué d'aller déposer un recours là-bas de la part d'un membre de l'opposition. Je veux dire, tout est déjà tellement phagocyté, etc., qu'on se dit par le canal normal démocratique, ça paraît quasi impossible. Je sais encore une fois, on va dire que c'est irresponsable de le dire, mais je dis les choses telles que je les vois. Je suis particulièrement sceptique en tout cas. Donc si on ne va pas par là, quelles sont les autres options ? Je ne prendrai jamais pour prendre les armes, etc., parce que c'est le sang des citoyens qui coule à la fin, et je ne veux absolument pas ça, mais je n'ai pas de solution miracle à proposer, parce que j'ai l'impression et que malheureusement les figures d'opposition ne nous donnent pas suffisamment et confiance, et raison, et envie même, de mouiller la chemise pour eux. Je suis désolée, actuellement, ce n'est pas le cas. On va enchaîner sur le sujet suivant, qui est le sujet de la démocratie. On a parlé juste avant de liberté d'expression, qui est l'un des piliers de la dite démocratie, qu'on définit de façon un peu lapidaire, dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ce que j'observe en tout cas depuis quelques années, c'est une forme de recul de la démocratie, dans le sens où la vie du peuple est de moins en moins prise en compte dans les décisions. Parce que pour moi, quand on dit démocratie, c'est comment est-ce que le peuple arrive à s'exprimer et à quel point est-ce que cet avis est pris en compte dans les décisions des dirigeants. Il y a un épisode, par exemple, très marquant en France, avec la fameuse loi du 49.3, qui permet au gouvernement de faire passer en force n'importe quel type de mesure qui voudrait. Pour moi, c'est l'un des problèmes, par exemple, de la démocratie représentative. Moi, j'aimerais bien savoir ton point de vue sur l'état de la démocratie de façon générale. Et aussi, et surtout, pour toi, comment est-ce que, enfin, si tu partages le même avis que moi, comment est-ce qu'on pourrait arriver à une forme de démocratie qui serait capable de prendre beaucoup plus en compte la vie des populations? Alors oui, je partage complètement le constat. Hein. Je parlais tout à l'heure de désillusion. Ma désillusion politique est plus globale par rapport à ce contexte-là. Je regardais un rapport l'autre jour qui, je crois, indiquait, il doit dater de l'année dernière, qui indiquait que 6 à 7 personnes interrogées dans le monde ont l'impression de vivre dans une autocratie. Donc ça déjà, ça dit ce que ça veut dire. Alors, sur le recul, j'ai même arrêté 2 minutes là-dessus. Il y a effectivement le recul manifeste, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'avis de la population, on contourne, on s'appuie parfois même sur des méthodes qui sont légales pour justement ne pas donner voix au chapitre à la population. Donc effectivement, 49.3, ça peut être effectivement un exemple de cela.
Donc, dans l'absolu, de toute manière, ce n'est pas un système parfait. Mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est sur le recul, il y a une autre manière, en tout cas que je trouve plus insidieuse, par laquelle la démocratie recule, c'est aussi quand on influence le choix. C'est-à-dire que soit on laisse le choix à quelqu'un d'exprimer ce qu'il veut, soit on fabrique un environnement, un contexte, des circonstances qui influencent grandement son choix. Un choix qui va nous arranger, nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. Je pense que je crois que c'est Noah Chomsky, hein, qui avait un ouvrage de référence sur la propagande. D'accord ? La propagande, littéralement, sert à ça. C'est qu'en gros, on ne va pas te prendre la main de force pour mettre tel ticket dans l'urne. Par contre, on va créer quand même tout un ensemble de choses qui vont influencer ton choix pour que de toi-même, entre guillemets, tu ailles faire ce choix-là. Ok ? Et donc, il y a une manière plus insidieuse. Moi, je vois cette manière-là, elle est de plus en plus présente. C'est le rôle des médias. Hein. Médias, mais aussi réseaux sociaux, des informations, instrumentalisation aussi de certains faits divers. Bon, on revient à ça. En tout cas, dans la création du contexte, clairement, la mainmise sur les médias est très clairement problématique là-dedans. On voit, alors là on part sur l'Occident, c'est peut-être un peu moins en Afrique, mais on a une concentration quand même des gros médias dans les mains des à peu près mêmes personnes, des mêmes groupes. Donc ça, clairement, ça pose une question parce que du coup, on se retrouve avec une information qui est quand même commandée, fabriquée, orientée. Ça participe aussi pour moi à une forme de détachement ou d'élitement de la démocratie. Parce qu'en bout de course, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on observe, notamment justement avec l'emprise de la tech aujourd'hui sur l'information, c'est qu'on est dans une hyper-polarisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de nuances. On est soit à gauche, soit à droite, soit dans tel extrême, soit dans tel extrême. Soit on est on est extrêmement conservateur, ou on est, je sais pas, à l'autre extrême, extrêmement woke. Merci beaucoup. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait, finalement, les lieux de convergence, les lieux de discussion, les lieux d'accord, même si on n'est pas d'accord sur tout, sont de plus en plus rares. Et ce que ça crée, c'est que cette division-là profite encore une fois du coup aux extrêmes, mais surtout à l'extrême droite du coup, surtout. Et derrière aussi, c'est l'absence de discussion et de nuance est aussi un signe d'un recul démocratique, parce que par définition, la démocratie, c'est laisser quand même le choix à chacun de pouvoir à la fois s'exprimer, argumenter, peut-être même convaincre aussi. C'est ça, hein, la démocratie, c'est l'opposition, c'est être opposé à la force, c'est justement réussir à ramener l'autre vers soi par la conviction, par etc. etc. Il y a de moins en moins d'espace, même médiatique, pour le faire sans tomber dans le pugilat, sans tomber dans le clash, sans tomber dans la dictature des audiences et des likes. Donc, très clairement, j'ai une lecture particulièrement pessimiste là-dessus. Donc, je pense que la nuit, même, j'allais dire, donc par Achille Mbembe, pour moi, elle est mondiale, elle n'est pas spécifiquement camerounaise. Maintenant, sur comment on fait. Alors, à échelle globale, j'ai peut-être un peu plus d'espoir quand même. Parce que, d'abord, il faut le dire, j'observe quand même qu'il y a des poches de résistance qui existent. Il y a des gens qui se posent des questions, effectivement, sur la direction que sont en train de prendre les choses. Il y a des initiatives qui sont mises en place, donc c'est après à chacun justement de faire cet effort-là individuel. Par exemple, dans ce qu'on considère... Les médias citoyens. Des médias citoyens, c'est une initiative, donc j'allais justement venir à ça, c'est que pour moi, ça commence par le choix individuel de ce que l'on consomme. En termes d'information politique, il faut faire des choix. Là, on est dans l'ère vraiment du choix critique, de la pensée critique. Ça aussi, c'est un signe de recul de la démocratie, c'est le recul de la pensée critique collective. D'accord ? Donc, il y a une forme d'abrutissement quand même qui est particulièrement visible. Donc, je pense que la résistance, elle est d'abord individuelle. C'est vraiment dans les choix que l'on fait, de ce que l'on consomme, de remettre en question les informations que l'on reçoit, de questionner le pouvoir en place, de s'informer, encore une fois, sur les droits et les devoirs, pas seulement les nôtres, mais aussi de ceux qui nous dirigent, parce que je pense que, surtout en Afrique, on a vraiment tendance à ne pas, s'interroger sur le mandat et quels sont les prérequis d'un mandat quand on élit quelqu'un. Je pense qu'on n'est pas suffisamment alerte là-dessus. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire de la résistance
à ce niveau-là. Et aussi peut-être participer à, j'allais dire, à faire émerger peut-être des nouvelles figures qui ont un discours, certes, qui ne sera pas toujours parfait, mais je pense si ce sont des personnes qui ont à cœur la représentation, qui ont à cœur le bien collectif, je pense que c'est peut-être une des choses qui se perd le plus, c'est quel est le projet de société que la personne propose qui va bénéficier au bien collectif, c'est-à-dire à l'ensemble, si ce n'est la majorité. On a parlé des élections, je reviens dessus tout à l'heure, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Quels sont les projets de société dont on entend parler? Quasiment pas. Quelles sont les idées phares et Dieu seul sait qu'il y a des sujets, c'est pas ça qui manque, sur la jeunesse, sur l'emploi, sur l'éducation, etc. Quelle est la vision que l'on donne, surtout à nous, Afrique, continent le plus jeune du monde? Quelle est la direction que les gens qui veulent briguer la magistrature suprême ont? Quelle direction ils donnent? Quelle va être la gestion de nos ressources? Parce que ça aussi, ça va être une question très critique pour les prochaines années. On n'en sait rien. On est sur des débats de juristes. On est sur des débats quand même, des pâquerettes sur l'origine de tel, la maman de tel est née à tel endroit. Enfin, je veux dire, je trouve qu'il y a une espèce de déconnexion. Et ça, encore une fois, pardon, mais c'est vraiment une forme d'abrutissement du discours politique qui participe à rendre le process encore moins démocratique. Après, ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Ma lecture, c'est que quand on parle de liberté, de façon fondamentale, c'est ouvrir le jeu à tout le monde. Oui. Et ouvrir le jeu à tout le monde, ça veut dire laisser les plus forts gagner. Dans la plupart des cas. Et ça, c'est l'une des caractéristiques principales du capitalisme. Oui. C'est le fait qu'on te dise c'est la liberté, donc ça veut dire que tout le monde peut le faire, mais derrière, vous n'avez pas les mêmes moyens, les mêmes capitaux, vous n'avez pas la même machine. La même force de frappe. Ouais, c'est ça, exactement, la même force de frappe. Donc, même le fait de définir, par exemple, ce qui est bien ou mal, c'est alimenté par les médias. Et quand tu dis qu'il y a une forme de... comment on dit ça? Il y a une vision un peu manichéenne des choses. C'est-à-dire, c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas de... Juste milieu. Moi, je trouve que le problème principal de tout ça, c'est le fait qu'on ait donné, en fait, qu'on ait réduit les médias qui doivent faire partie du jeu démocratique, oui. Qu'on ait donné ça au marché. Oui, je comprends très bien. C'est ça, en fait. Mais en fait, ça, ton analyse est juste et j'ai envie d'aller plus loin et merci de l'avoir faite parce que j'aurais même dû commencer par là. Un des, j'allais dire, poisons qui ronge actuellement la démocratie à échelle mondiale, c'est le capitalisme. En vrai. C'est effectivement qu'à un moment donné, on n'a pas... Parce que normalement, le pouvoir politique était censé quand même tenir par la laisse un tout petit peu le jeu économique. Exactement, ouais. Et qu'aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Mais complètement. C'est-à-dire que c'est le jeu économique qui décide et qui influence plus que jamais les décisions politiques. Et qu'il n'y a pas du tout de distinction. Il y a de moins en moins, on a l'impression en tout cas, qu'il y a de moins en moins de garde-fous. Il y a de moins en moins d'indépendance entre ces deux factions-là qui sont pourtant très importantes. Donc, on en revient effectivement à la question du business model, encore une fois, des médias. Hein? Comme on dit, celui qui te nourrit, c'est lui qui dicte ce que tu dois dire. Donc, on est là-dedans aujourd'hui. C'est pour, encore une fois, l'importance des médias citoyens. Moi, je suis abonné à pas mal de jeunes médias qui sont autofinancés ou qui sont financés par la collectivité. Effectivement, c'est ce que je consomme essentiellement. Je garde un œil sur le reste, mais pour moi, c'est vraiment une action politique de leur donner de l'argent tous les mois. Pas du BFM, quoi. Oui, non. Bon, voilà. En tout cas, voilà. BFM, j'allais dire, à la limite, on sait dans quelle direction ça va. Mais je préfère vraiment, de manière, pour le coup, vraiment citoyenne, les soutenir. Ces 3 ou 4 médias-là auxquels je suis abonné. Effectivement, ça participe je pense, à l'engagement à avoir. Et je reviens encore une fois à la pensée critique, et je finirai là-dessus. C'est un peu comme j'ai souvent ce débat-là sur le féminisme, on en parlera tout à l'heure, mais on en revient toujours au même point. À un moment donné, il faut qu'on ait cette discussion qui va être très pénible, qui va être très inconfortable, mais est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, démanteler le capitalisme? Parce qu'en fait,
on a beau tourner dans tous les sens. Là, l'épisode a commencé.